Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission spéciale coproduite par CGTN et Euronews. Avant de dévoiler le thème de notre débat virtuel d'aujourd'hui, j'aimerais bien présenter mon confrère à Lyon. Serge Rombi, rédacteur en chef, reporter à Euronews. Bonjour Serge, comment allez-vous? Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous. Je suis ravi de vous accompagner aujourd'hui. En fait, Serge, je sais que vous avez travaillé depuis très longtemps dans le monde économique et vous voyagez beaucoup. Et aujourd'hui, le thème de notre débat entre justement dans votre sphère de compétences, n'est-ce pas? Oui, parce que la pandémie de coronavirus a bouleversé les échanges, les relations économiques internationales. Le new normal, cette nouvelle normalité, voit déjà des changements s'opérer. La relance économique indispensable impose la mise en place de nouveaux modèles d'innovation et génère aussi de nouvelles opportunités, à condition évidemment de savoir se renouveler, se réinventer. Alors comment l'Europe et la Chine repensent-elles leurs relations économiques? Quelles sont les pistes engagées? Quelles sont les opportunités qui pourrait en découler? Nous allons poser toutes ces questions à nos invités dans quelques instants. Et justement, dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons analyser les progrès les plus récents au sein de la relation économique entre la Chine et l'Europe. Et nous allons aussi proposer des conseils à tous ceux qui souhaitent investir en Chine. Et pour ce faire, nous avons aujourd'hui un plateau composé d'experts et d'entrepreneurs qui travaillent depuis de nombreuses années en Chine. J'ai le plaisir de recevoir M. Ding Yifan, économiste, professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing. Vous êtes notamment le rédacteur en chef d'un rapport sur le développement en France publié chaque année. Vous êtes également chercheur principal à l'Institut Taihe. Vous avez publié de nombreux ouvrages, parmi les plus récents, Les hauts et les bas des relations sino-européennes aux éditions des sciences sociales de Chine et Nouvelle énergie cinétique, la solution chinoise à la crise de la globalisation aux éditions Zhongxin. Et M. Wu Zexian, professeur invité à l'Institut de diplomatie de Chine. Alors, Monsieur Bernard De Witt est avec nous aujourd'hui. Vous êtes président de la Chambre de commerce belgo-chinoise. C'est évidemment très intéressant de vous avoir à nos côtés. Monsieur Javier Rimeno, directeur général adjoint du groupe Saint-Gobain et PDG Asie-Pacifique, président du club d'entrepreneurs France-Chine et cofondateur du club 50. Et puis Serge Degallet, vous êtes directeur général de la fondation Prospective et Innovation, une fondation qui est présidée par un ancien Premier ministre français, M. Jean-Pierre Raffarin, et vous êtes vous-même d'ailleurs ancien ambassadeur. On va faire un tour de table rapide pour commencer avec une question qu'on a envie de vous poser. Quelle est la tendance? Quelle tendance observez-vous? Comment définiriez-vous les relations commerciales entre la Chine et l'Union européenne durant cette période qui est pour le moins inédite? Écoutez, bonjour à tous. La tendance, je crois que, bon, bien sûr, la pandémie, la Covid-19 est un facteur fondamental, mais il y a d'autres facteurs. Il y a bien sûr l'élection américaine. La victoire de Joe Biden va permettre certainement de renforcer le multilatéralisme, un travail en commun au niveau mondial pour faire face à tous les défis. Pour ce qui est de la tendance des relations entre la Chine et l'Europe, nous sommes dans une période intermédiaire. Si on prend les avancées récentes, on voit qu'un premier accord commercial a été signé sur les indications géographiques. C'est un point important pour l'Europe et surtout, cela montre une volonté commune de définir des règles, des normes et de les appliquer. Nous avons une discussion longue depuis 7 ans maintenant sur la question des investissements. Et naturellement, les investissements sont d'autant plus nécessaires que nous allons aborder la relance et qu'il faut des investissements domestiques, bien sûr, et étrangers. Et la Chine, on le sait, est un investisseur important. Alors, on va revenir et surtout, on va revenir sur tous ces points. On est 1 heure ensemble, donc on a évidemment prévu d'aborder tous ces points. Je voudrais faire rapidement le tour avec les autres invités sur cette tendance, sur la manière dont vous voyez cette relation aujourd'hui, dont vous analysez cette relation aujourd'hui dans ce contexte si particulier.
Je dirais que les relations sino-européennes sont bien orientées, bien que, en raison de la pandémie, mais aussi en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, depuis quelques mois, on observe que la Chine a tendance à se recentrer sur elle-même et à retrouver dans son marché domestique un levier de croissance fondamentale. Et pour ce qui concerne le commerce extérieur, quand vous regardez les chiffres de ces derniers 9 mois, vous verrez que le gros de la croissance chinoise s'est fait avec les autres pays de la zone asiatique. Donc oui, il y a une bonne orientation, il y a des éléments conjoncturels qui font que le commerce avec l'Union européenne est un peu ralenti, c'est la conséquence de la crise, mais il y a aussi quelques éléments structurels qui me font penser qu'il y a une attention de plus en plus forte de la Chine sur son marché intérieur et sur le commerce avec d'autres pays de la région asiatique. On va laisser nos autres invités réagir. Peut-être nos invités chinois, avant de vous donner la parole, Bernard de Witt. J'aimerais dire à notre audience européenne que finalement, le commerce international entre l'Europe et la Chine va plutôt bien cette année. Bien sûr, la pandémie a joué en défaveur de l'augmentation de volumes commerciaux entre la Chine et l'Union européenne, ce qui fait que cette année, l'Union européenne n'est plus le premier partenaire commercial de la Chine, parce que l'Union européenne a été depuis très très longtemps le premier partenaire commercial de la Chine. Mais cette année, elle a laissé sa place à l'ASEAN, donc à l'Association des pays sud-est asiatiques, qui sont devenus premier partenaire commercial économique de la Chine. Mais n'empêche que depuis mars-avril, il y a une augmentation de trafic de marchandises entre la Chine et l'Union européenne, en particulier par le nombre de trains, on appelle le train sino-européen. Le nombre de trains a augmenté cette année et a transporté beaucoup de choses de Chine vers l'Union européenne. Parce que, en fait, au milieu de la lutte contre la pandémie, les habitants, la population européenne a besoin de beaucoup de choses, alors que comme la Chine a repris le travail, repris la production industrielle en mars-avril, donc la Chine était capable de produire beaucoup de choses dont la population européenne avait besoin, ce qui a fait pousser un peu l'augmentation de trafic entre la Chine et l'Union européenne. Très bien. Rapidement, parce qu'on a évidemment beaucoup de choses à dire, je voudrais donner la parole à nos autres invités. D'accord. Rapidement, je suis toujours optimiste pour le commerce entre la Chine et l'Europe, parce que comme le professeur Ting a dit, pendant 16 ans consécutifs, jusqu'à l'année dernière, l'Europe restait toujours le premier partenaire commercial de la Chine en tant que l'Union. C'est vrai que les États-Unis étaient le premier partenaire en tant que pays. Ceci étant, voilà, l'Union européenne reste toujours un partenaire très très important pour la Chine. Cette année, c'est un peu exceptionnel à cause de la pandémie. C'est vrai que l'ASEAN a dépassé l'Union européenne pour devenir le premier partenaire de la Chine. Mais à l'avenir, après la pandémie, on verra d'ailleurs. Cette année, la Chine a dépassé les États-Unis pour devenir le premier partenaire de l'Union européenne sur le plan commercial. Vous voyez, donc il a aussi un côté très positif. J'aimerais bien ajouter un autre point, c'est-à-dire les trains de marchandises Chine-Europe. Au début, c'était surtout rempli dans le sens Chine-Europe, mais de plus en plus, le retour, c'est-à-dire le sens des wagons qui reviennent de l'Europe en Chine, sont de mieux en mieux remplis. Maintenant, c'est le taux de remplissage, c'est 98%. Bernard de Witt, vous confirmez le taux de remplissage des trains dans ce sens-là? Je dirais, c'est un des grands enjeux et des grands challenges, effectivement. Les trains, au départ, étaient surtout remplis du côté chinois allant vers l'Europe. Maintenant, tout doucement, ça se remplit davantage. Je dirais, pour les relations Europe-Chine sur le plan économique, pour utiliser un vocabulaire cher à nos professeurs ici présents, si je qualifiais, je dirais, les relations économiques d'élèves, je dirais peut mieux faire.
peut mieux faire au sens où il y a des opportunités qu'on ne saisit pas toujours. Il y a notamment cette discussion, et l'ambassadeur de Gallet l'a mentionné, sur l'accord d'investissement Europe-Chine, et je pense qu'on pourrait y revenir tout à l'heure, où il y a là un très bel enjeu qu'on devrait essayer de réaliser. Il y a par contre du côté européen, on a un contexte politique européen qui est peut-être un peu difficile, avec le Covid d'abord, bien sûr, mais aussi on a l'enjeu du Brexit, on a la fin de l'ère Merkel, il y a les pressions américaines, il y a des tendances isolationnistes dans certains pays. Tout ça peut, je dirais, entraîner certaines difficultés. Et maintenant, on a vraiment un plan large de la relation entre la Chine et l'Europe. Mais avant de poursuivre plus profondément sur ce sujet, je pense qu'il est nécessaire de faire un état de lieu de la part de la Chine, c'est-à-dire où en est la Chine aujourd'hui de son économie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations et on se rappelle qu'au mois de juin, la Chambre de commerce européenne en Chine a publié son enquête 2020 sur la confiance des entreprises qui s'intitulait « Naviguer dans le noir ». Cette question, je voudrais m'adresser à M. Gémeneau parce que vous avez vécu une partie de la pandémie en Chine et votre entreprise est en Chine. Donc aujourd'hui, où en est la Chine et quel est l'état d'esprit des entrepreneurs, surtout européens, qui investissent en Chine? Je trouve que la Chine se porte très bien. Tout d'abord, quand vous regardez les chiffres des croissances du deuxième et du troisième trimestre, sont positifs et en accélération. Mais au-delà de ça, quand je regarde auprès de moi, quand je regarde mon entreprise, quand je regarde l'évolution de l'activité de la plupart des entreprises en Chine, je constate que depuis les mois d'avril, on est à des niveaux d'activité semblables à ceux de 2019 et depuis l'été, on profite des taux de croissance assez considérable. Donc, pour la plupart des entreprises, en tout cas pour ceux que je connais, j'ai une vision assez large de la Chine. Je pense que l'année 2020 c'est une bonne année, en tout cas une année bien meilleure que pour les entreprises. Est-ce qu'elle navigue encore dans le noir aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Vous l'avez dit, c'est la Chambre de commerce européenne qui l'a dit, mais je ne partage pas tout à fait ça. Je pense que l'évolution de la Chine et des entreprises européennes en Chine depuis quelques mois est très positive. Après, c'est vrai que personne ne sait très bien combien de temps ce phénomène va durer, parce qu'on manque de visibilité par rapport à l'étendue et à la profondeur de la crise dans le reste du monde. C'est vrai qu'à un moment donné, la Chine pourrait être impactée par cette crise en Amérique et la crise en Europe. Mais aujourd'hui, tant que je puisse voir, le marché intérieur est très dynamique, il est poussé par des leviers de croissance très importants, très structurels, et qui font partie de la transformation profonde du modèle économique de la Chine. Donc, franchement, je ne pense pas qu'on navigue dans les noirs, pas du tout. Et ce n'est pas une opinion isolée. Moi, je fais partie de pas mal de forums dans lesquels je discute avec beaucoup des collègues. Et aujourd'hui, la Chine est très bien orientée avec l'incertitude du commerce mondial. Encore une fois, si on savait comment les choses vont évoluer en Amérique et en Europe, on pourrait savoir un peu plus comment la Chine fera. Mais en tout cas, la partie domestique de la Chine, la partie relative au marché intérieur est très dynamique. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une volonté forte de la Chine de se tourner vers ces marchés intérieurs qui, quelle que soit la situation dans le reste du monde, devra rester porteur de croissance. Je voudrais m'adresser à M. De Witt. Qu'est-ce qu'on s'attend de l'économie chinoise? Parce que maintenant, récemment, il y a le nouveau plan pour les 5 prochaines années, il y a des nouvelles lignes directrices économiques. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend et quelles sont les opportunités et les défis pour les entreprises européennes aujourd'hui en Chine? Bien, Madame Ma, je pense que d'abord, quand on lit les publications, on constate qu'on prévoit une croissance au-delà de 8% pour l'année prochaine en Chine, ce qui est impressionnant. Quand on compare avec le reste du monde, la Chine a réussi, je pense, à passer outre le Covid et la crise du Covid et est maintenant repartie sur sa trajectoire que l'on a connue précédemment. On constate également que l'industrie manufacturière en Chine
n'a jamais aussi bien marché qu'actuellement. C'est aussi un signe. Et vous l'avez dit, le plan quinquennal est important parce que le plan quinquennal, il prévoit certes un remplacement de la croissance économique rapide par une croissance qualitative. Et qui dit croissance qualitative dit également certaines opportunités pour nos entreprises européennes, notamment au niveau de la haute technologie. On prévoit aussi la poursuite de la réforme du marché. Poursuite de réforme du marché, ça veut dire meilleure accession au marché chinois pour des entreprises étrangères, donc plus d'opportunités. Le plan quinquennal prévoit aussi des mesures importantes en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Là aussi, nos entreprises européennes, avec la technologie qu'ils ont pu développer, ont des opportunités sur le marché chinois dans tout ce qui est vert, si je puis dire. Donc, je pense que, personnellement, je suis assez optimiste pour l'année prochaine, pour autant que, je dirais, le Covid ici en Europe ne nous tue pas tous. Nous aurons là de belles opportunités. Alors, on va poursuivre sur les tendances, sur ces opportunités, etc., etc. Je crois que les autres participants ont sans doute envie de réagir là-dessus, à la fois sur la tendance et sur les opportunités. Je dirais aussi pour les entreprises européennes, ce que vous disiez très bien, vous parliez de certains secteurs il y a quelques instants. Nos autres invités, j'aimerais bien les entendre aussi là-dessus. Je vais dire qu'il y a en effet pas mal de nouvelles opportunités. Par exemple, la Chine a tendance à créer de plus en plus de zones de libre-échange dans l'intérieur du pays, c'est-à-dire dans les villes, surtout les villes côtières. Et récemment, on a décidé aussi de transformer toute la province du Hainan, c'est une grande île là, en port franc, c'est-à-dire toutes ces zones d'expérimentation de libre-échange et plus voilà, l'île de Hainan qui est transformée en port franc offre des opportunités énormes pour les investisseurs étrangers, c'est-à-dire qui pourraient bénéficier pas mal de conditions très très avantageuses pour voilà, développer leur affaires. Je crois que vous aviez une question, Jiang, à M. Yifan, à propos du monde, parce que là, on est entre deux chaînes de télévision, Euronews et CGTN, du monde des médias. J'ai lu beaucoup ce que M. De Witt dit souvent, qu'il y a un manque de connaissances entre l'Europe et la Chine. Donc, je voulais poser cette question à M. Ding Yifan, parce que le business, c'est aussi les échanges entre les gens, en fait, finalement. Donc, vous étiez journaliste en Europe pendant un certain temps. Donc, pensez-vous qu'après, il y aura davantage des échanges dans les médias pour améliorer la connaissance entre les deux parties, pour que les business se déroulent plus fluides? Je pense que ce débat télévisé partagé par Euronews et CGTN est un bon début. Il faudrait renforcer encore un peu plus d'échanges, des échanges culturels, des échanges d'homme à homme, d'échanges des médias, etc., entre la population européenne et la population chinoise. C'est nécessaire parce que en c'est nécessaire pour une bonne compréhension du commerce international. Les échanges de sentiments, les échanges culturels sont tout de même déterminants pour assurer un échange de biens et d'investissements stable. Finalement, parce que, voyons, depuis un certain temps, il y a une divergence de vues sur le résultat de la lutte contre la pandémie, par exemple, en Europe, etc. Les sondages d'opinion réalisés par des agences américaines montrent que finalement, en Europe, il y a de plus en plus de monde qui ont un jugement un peu défavorable à la Chine, en dépit du succès de la Chine dans le contrôle de la propagation de coronavirus, dans la restauration de son secteur économique, de ses activités économiques, etc. C'est dû certainement à une mécompréhension des deux parts de leur façon d'organiser et de la lutte contre l'épidémie. Donc il faudrait renforcer les échanges pour que les populations comprennent pourquoi
Et dans quelle mesure les exigences qu'on exige de la population soient efficaces ou non, et dans quelle mesure Oui. le balance doit être maintenu entre les activités économiques et la protection de Oui, la vie de la population. effectivement, Voilà. sur ce point-là, je voudrais avoir l'avis de M. De Gallet parce que vous avez accompagné beaucoup de PME, des entreprises françaises en Chine et aussi, vous avez dit une fois lors d'une intervention qu'il faut connaître la Chine de l'intérieur. Donc, en fait, peut-être pour les investisseurs qui souhaitent investir en Chine, quelques conseils pour mieux connaître la Chine, peut-être investir à Beijing ou à Shanghai, c'est une conception totalement différente si vous investissez dans d'autres villes. C'est une des fonctions de la Fondation Prospective et Innovation que d'améliorer cette compréhension mutuelle. Et elle a besoin d'être améliorée parce que l'image que l'on a en Chine, de la Chine en Europe, ou en tout cas en France, est à améliorer par une meilleure connaissance parce qu'il y a de la désinformation sur un certain nombre de faits vérifiables, indiscutables. Et pour cela, nous avons des moyens pour corriger cette image. Bon, bien sûr, à travers les médias, mais aussi à travers les think tanks. Il faut que les think tanks travaillent mieux et de manière plus intense entre eux. Le tourisme culturel est également un facteur important. Nous accueillons de plus en plus de touristes en Europe, en France, et quand on regarde la corrélation entre l'image de la Chine et la présence de touristes culturels, on voit que c'est dans les régions où il y a davantage de touristes que l'image de la Chine est meilleure parce qu'il y a eu ce contact humain. En fait, on va revenir sur ce sujet du tourisme parce que c'est un sujet qui est très Oui, cher à Serge. Mais je voudrais donner la parole à M. De Witt pour conclure parce que c'est M. De Witt qui a soulevé souvent dans ses discours les questions de la manque de connaissances. Donc, quelques mots pour conclure. Quels sont pour vous les remèdes pour améliorer cette connaissance ? Je crois qu'on en a déjà effectivement parlé et évoqué. Comme vous le dites très bien, je dirais, s'il y a méconnaissance, on se méfie de l'autre. L'autre que je ne connais pas, je m'en méfie. Si je le connais, je m'en méfie beaucoup moins et j'ai réussi à l'apprécier. Comment le faire? Davantage de contacts, notamment, on l'a évoqué, le tourisme, mais également nos universités. Envoyons nos étudiants en Chine et accueillons davantage d'étudiants chinois en Europe. C'est important. Favorisons les échanges entre entreprises, favorisons les stages en entreprise, des stagiaires chinois dans nos entreprises, nos stagiaires européens dans les entreprises chinoises. L'humain est important et finalement, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des hommes, des femmes, avec, je dirais, nos qualités, nos faiblesses. Essayons de mieux nous connaître. Alors, deux points sur lesquels on souhaitait revenir avec vous. Le tourisme, Monsieur De Gallet, on va en reparler dans quelques instants, parce qu'évidemment, c'est très important quand on voit le nombre de touristes chinois, mais également de touristes européens qui découvrent et qui visitent la Chine. Et vous avez parlé, Bernard De Witt, tout à l'heure, des opportunités dans le secteur de la durabilité, du changement climatique. Et c'est vrai que récemment, le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine et l'Union européenne devaient absolument renforcer leur collaboration stratégique pour faire face aux défis mondiaux, ce qui inclut évidemment ce défi du changement climatique et des questions environnementales. Alors comment concrètement la Chine et les Européens peuvent-ils renforcer leur coopération dans la lutte contre le changement climatique ? Alors évidemment, il y a les investissements, il y a les entreprises, mais c'est peut-être plus large que ça. Et là, je m'adresse un petit peu à tout le monde. Il faut saluer de façon positive l'effet que récemment, il y a eu un engagement commun et décidé sur les objectifs à long terme en termes de neutralité carbone. L'Europe cherche sa neutralité carbone à l'horizon 2050 et la Chine 10 ans plus tard. Mais ce sont déjà des engagements très forts et très bien alignés. En revanche, ce qui manque, c'est une définition plus précise et plus ambitieuse de cette étape intermédiaire. Il faut articuler cette ambition dans l'action.
Je pense que de ce point de vue, la législation et la réglementation doivent jouer un rôle très important. Il y a des mesures que probablement il faut introduire partout dans le monde pour atteindre l'objectif de la décarbonisation. Et une de ces mesures, c'est l'introduction de la taxe carbone. Alors il faudrait que cette introduction soit une adoption que se fasse de façon harmonieuse, de façon à que la taxe carbone ne puisse pas être un facteur de déséquilibre en termes de compétitivité entre les entreprises de différentes zones géographiques, entre les entreprises de la Chine et de l'Europe. Et après, toujours dans les domaines de réglementation, je pense qu'aujourd'hui, il y a sur un certain nombre de domaines très importants, la construction neuve, la rénovation des bâtiments, la mobilité durable, l'industrie en général. Il y a aujourd'hui des technologies qui sont déjà là, qui sont prêtes et qui permettraient de réduire de façon très importante les émissions de gaz à effet de serre. Et pour cela, il faut des normes. Mais il faut que ces normes soient cohérentes, soient consistantes et soient établies partout dans le monde de façon harmonieuse. Je vous pose un exemple. Par exemple, aujourd'hui, un tiers des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'utilisation des bâtiments. Si en Chine et en Europe, on décidait d'adopter des réglementations exigeant l'utilisation de certains produits, de certaines technologies, on pourra réduire ces émissions de presque 60%. Donc la réglementation commune, cohérente et bien alignée, c'est pour moi l'une des armes fondamentales, de façon à ce qu'on puisse avancer ensemble sans créer des déséquilibres sur le plan de la compétitivité entre les entreprises des deux régions. Réglementation commune cohérente, vous dites. Je vous laisse réagir. Je vous vois tous réagir là, donc je vous laisse parler. Il y a à côté naturellement des relations bilatérales et des mesures nationales. Il faut souligner l'annonce par le président élu Biden de son retour dans les accords de Paris sur le climat. Cela va changer considérablement la manière de traiter au plan international la question du climat, parce qu'on ne peut pas la traiter de manière fragmentée. Et ceci peut fournir à la Chine, aux États-Unis et à l'Europe une feuille de route commune et d'essayer de dépasser ainsi les obstacles. Il y a également, s'agissant du niveau européen, un programme qui porte sur les smart cities, d'échange de bons procédés, de bonnes pratiques entre villes européennes et villes chinoises sur tous ces aspects qui vont sur effectivement les bâtiments, mais également la conception de la ville, le travail, le déplacement. Et nous avons ainsi, par des expériences vécues, la manière de faire passer des pratiques et derrière ça, naturellement, des échanges économiques entre nos entreprises et les cités et les villes. Quels sont les conseils pratiques qu'on peut donner aux entreprises qui souhaitent investir en Chine? Pour les petites et moyennes entreprises, souvent, et on l'avait dit, c'est un problème de méconnaissance. Est-ce que ce n'est pas d'une relation équilibrée dont on a vraiment besoin, puisqu'on a parlé, parfois on a évoqué certains déséquilibres? Les règles de jeu sont en train de changer complètement et les terrains de jeu, ils changent aussi. La Chine et l'Europe, actuellement, se donnent les moyens de réduire cette incertitude et cette insécurité. La Chine ne veut absolument pas être un pays uniquement producteur qui inonde le monde entier de ses produits. Ce que la Chine veut, c'est d'abord un pays innovateur. Le commerce international aujourd'hui est totalement différent de celui d'il y a 20 ans. Donc il faudrait que notre public comprenne ce changement dans l'économie mondiale. Et là, on gardera un sens un peu plus équilibré.